Bonjour et bienvenue dans cette série exclusive de balados sur un sujet qui nous touche toutes, ici autour de la table, mais bien au-delà aussi, de manière collective, individuelle, la conciliation travail-famille ou, comme Amélie l'appelle, la conciliation carrière-parentalité. Donc, on va en parler dans cette série de balados et c'est un vrai honneur pour moi d'animer cette série avec vous aujourd'hui. Alors, on va ouvrir la discussion ensemble. Bonjour, Alexandra, Amélie. Salut! Ça va bien? Oui, merci vraiment beaucoup d'être parmi nous. J'ai vraiment hâte qu'on en parle davantage. Merci de nous recevoir. Ouais. Ensemble, en plus, c'est le fun. On a beaucoup de choses à se dire. Définitivement. Alors, dans ce premier épisode, on va parler d'un sujet essentiel en lien avec la conciliation travail-famille. C'est l'impact financier du congé parental. C'est un sujet qui est essentiel, mais pas toujours abordé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait discuter autour de ça. Concrètement, quelles sont les conséquences financières sur la carrière des femmes, mais aussi sur les dynamiques familiales au sein des sociétés, quels sont les rôles des organisations dans tout ça. On va parler aussi écart de salaire. Concrètement, ça ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on peut anticiper, se préparer à la perte éventuelle aussi de revenus en lien avec le congé parental? Et puis, quels peuvent être les impacts sur le long terme qu'on ne voit pas toujours au premier abord? Alors, beaucoup de choses à parler. On va commencer, puis je vais vous inviter un petit peu à vous présenter avant qu'on plonge dans le sujet. Comment est-ce que... c'est quoi votre histoire, en fait, en lien avec la conciliation travail-famille? Comment vous l'avez vécu, puis en quoi c'est si important pour vous? Absolument, mais je peux commencer. Moi, j'ai fondé la Conseil suite à ma première expérience en congé parental. Puis pour la petite anecdote, nous, on n'a pas eu de place en garderie pendant 21 mois dû à la pénurie de place en garderie. Donc, c'est là où j'ai vraiment pris connaissance de l'ampleur de l'impact d'un congé parental, particulièrement sur la carrière des nouvelles mères. Donc, mon but avec la Conseil, c'est soutenir la carrière de tous les nouveaux parents, mais particulièrement des nouvelles mères, pour aussi atteindre la parité dans les postes de direction. Fait que mon objectif, c'est d'accompagner ces transitions-là, aider les organisations aussi à gérer, parce que c'est des changements pas juste personnels, mais aussi organisationnels, parce que l'employé est touché, l'équipe est touchée, l'organisation. Donc, bien gérer ces changements-là de départ, de retour, pour aussi maintenir les objectifs professionnels de la personne qui part. Wow, on en a vraiment besoin. J'écoute Amélie, puis j'aurais aimé te rencontrer là, il y a plusieurs années. Je peux peut-être y aller avec moi. Donc, si je me présente un petit peu, Alexandra Tanguay, comme tu l'as mentionné, je travaille dans une firme de gestion de portefeuille. Ça, c'est côté travail. Côté conciliation famille, donc j'ai une petite fille de 22 mois à la maison. Et là, je suis peut-être un peu essoufflée, là, parce que j'en ai une autre en route à 35 semaines maintenant de grossesse. De mon côté, en fait, tu vois, longtemps avant de prendre le congé, j'analysais les impacts financiers. Puis j'essayais de trouver de l'information. Et il n'y en a pas tant que ça, là. On parle de tout le spectre, en fait, d'impact et de choses à prévoir. Il n'y a pas de liste d'épicerie. Et pour moi, c'était vraiment un risque financier avant tout. J'oubliais l'aspect humain, là. Une fois que tu le vis, tu te rends compte que l'aspect humain est aussi un risque en tant que tel. Mais j'aurais vraiment aimé avoir ces informations-là. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis tout de suite intéressée au sujet. Puis pour faire une histoire courte, moi, j'ai eu un congé qui était séparé, 50-50, à ma première avec mon conjoint. Et là, je suis à l'aube d'un deuxième où on n'est pas du tout dans la même sphère là, de planification. Congé beaucoup plus court, conjoint va avoir une plus grande partie. Donc, ça explique un peu, là, je pense, le contexte là, de mon côté niveau famille. Oui, puis c'est fou comme en fonction des personnes, les congés vont changer, mais en même temps, il y a des enjeux qui se retrouvent à chaque personne qui va vivre un congé parental. Puis c'est vraiment intéressant comme parfois notre histoire personnelle va aussi ouvrir la voie plus à notre carrière professionnelle, comme ça a été le cas pour toi, Amélie.
Alors, on va plonger sur le sujet des écarts de salaire. Un petit peu pour resituer concrètement, un petit peu selon les études, les statistiques, de quoi on parle? Puis je me tourne plus vers toi, Amélie, là-dessus. De quoi on parle quand on parle d'études en lien avec justement les écarts de salaire avec le congé parental? Ça ressemble à quoi? Puis en quoi c'est un lien finalement aussi avec la conciliation travail-famille? Mais il faut savoir que la venue d'un enfant, c'est ce qui crée la plus grande différence dans l'écart salarial entre les femmes et les hommes. C'est le facteur le plus significatif de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui ont les mêmes professions. On peut constater, déjà, les études démontrent que même avant la naissance, la femme va connaître une chute de revenus d'environ 20 %. Ça peut être dû au retrait préventif, aux congés qui sont non payés pour les symptômes de grossesse, les rendez-vous de grossesse. Hein, c'est pas tout le monde qui a des congés payés ou qui peut rattraper ses heures. Donc, cette pénalité-là financière va se poursuivre. Donc, après la naissance, là, on parle de moins 55 % en moyenne des revenus pendant l'année de naissance. Et au Québec, ça va prendre aux femmes environ 4 à 6 ans à retrouver leurs revenus pré-naissance. Et ça, c'est dû surtout au fait que c'est davantage les femmes qui vont prendre, par exemple, le 4 jours semaine au retour d'un congé parental ou qui vont sélectionner, faire des choix de carrière avec des conditions plus favorables à la conciliation travail-famille. Donc, ça va avoir des impacts à plus long terme. Par exemple, des femmes qui quittent le privé pour aller au public, pour avoir des horaires plus gérables, mais ça a un impact sur la rémunération. Wow! Fait que même avant de prendre son congé parental, il y a déjà, en lien avec la grossesse, il y a un 20 % de perte pour les femmes qui augmente à 55 %. Puis on parle de moyenne, il y a souvent des cas plus extrêmes. Wow. Là, c'est... Et 5 à... Je prends des notes, là. Je sais pas où, mais je trouve ça vraiment... on plonge dedans, là, avec ces chiffres-là. 4 à 6 ans pour retrouver. C'est quand même majeur en termes d'impact, justement, sur la vie, la carrière des femmes. Toi, Alexandra, comment tu réagis à ça? Comment tu as vécu ça? Ben moi, les chiffres me frappent. Puis c'est intéressant parce que dans mon cas, comme j'ai mentionné au premier congé, on a eu un congé 50-50. Donc moi, j'étais naïve en me disant charge mentale répartie, congé réparti, on va limiter les impacts. Dans mon cas, il y avait un bon écart salarial, mais on n'est pas du tout dans les mêmes domaines, là, entre moi et mon conjoint. Donc je suis le principal revenu de la famille. J'avais tellement planifié que je me disais que je vais les atténuer. Sauf que dès le premier mois de ma grossesse, j'ai réalisé qu'il y a tellement d'autres choses qui viennent impacter l'aspect financier. Tu as parlé des rendez-vous. C'est incroyable. Oui, les rendez-vous, on en a plein. Il y a des coûts reliés à ça. Qui les paye quand on n'est pas dans un ménage, par exemple, qui est marié, tu sais, que les revenus ne sont pas 100% fusionnés. Par la suite, il y a tout l'écart d'efficacité. Là, quand on est enceinte, même si la grossesse va bien, c'est pas vrai qu'on est au maximum. On n'est pas capable d'aller chercher autant peut-être d'exposition ou je pense entre autres à tous les 5 assiettes qui viennent dans le domaine financier, etc. Donc, c'est sûr que l'efficacité, elle est moins là, en plus des coûts qui se rajoutent. Une fois dans le congé de maternité, là, c'est sûr que dans mon cas, comme j'ai mentionné, j'étais le principal revenu. Mais ça fait quand même accentuer l'écart parce que là, nous, les stratégies souvent qui vont exister quand le conjoint continue à travailler, qu'il a le principal revenu et que la maman est arrêtée, bien là, le conjoint peut continuer à cotiser au niveau de l'épargne de la maman, des choses comme ça. Moi, dans mon cas, c'était pas possible. Si moi, le principal revenu est arrêté, je peux pas le faire pour mes propres comptes d'épargne et mon conjoint, lui, est pas en mesure de le faire alors que lui, quand il recommence, moi, je peux le faire. Donc, tout ça, là, peu importe comment on a notre modèle familial, les impacts sont là. Puis, tu parlais du long terme. Là, on peut embarquer les bonis, l'épargne, l'intérêt composé, ça, c'est sûr que ça joue. Tu sais, on est dans des moments dans notre vie où ce qu'on épargne maintenant a beaucoup plus d'impact dans 20-30 ans que ce qu'on va épargner dans 20-30 ans, justement. Mais aussi, je pense à l'achat d'une maison. On s'est retrouvés, nous, 2 ans après la naissance de ma fille, à se remettre un peu dans les projets. On voulait déménager. Et puis là, il y a un impact drastique sur le revenu familial là, en fonction des documents qu'on doit utiliser pour justifier. Puis comme le mien était le principal et qui a été plus impacté, bien, on s'est retrouvés à devoir jongler avec tout ça. Donc, c'est incroyable. Fait que je suis pas surprise des chiffres du tout. Moi,
je réalise encore là, des impacts long terme que ça a en moi et mon conjoint. Oui. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, par rapport au rendez-vous de grossesse, en moyenne, une grossesse, c'est 40 heures de rendez-vous de grossesse. Et c'est pour une grossesse qui n'est pas à risque, qui n'a pas de rendez-vous particulier. Donc, ce qu'on peut faire aussi comme organisation, c'est offrir des congés spécifiques pour la grossesse. Il y a des organisations qui vont donner, par exemple, 30 heures de congés grossesse. Puis même là, on peut penser aux personnes qui sont sous heures facturables, de faire une dispense d'heures facturables parce que veut pas. C'est simple de dire, reprends tes heures, mais avec l'ensemble des symptômes, avec l'ensemble des rendez-vous, ça peut être difficile à rattraper. Fait que je comprends tout à fait ce que tu dis. Puis par rapport au long terme, c'est pour ça que moi, je trouve ce qui est bien de partager le congé parental. On parle aussi de partager, oui, l'impact financier, mais même à long terme, c'est prouvé que ça l'amène une meilleure répartition des responsabilités familiales dans le couple parce que lorsqu'il y a congé parental où c'est la mère qui est particulièrement celle qui va prendre l'ensemble des semaines, puis au Québec, si on regarde les statistiques, les mères prennent en moyenne 45 semaines de prestations, les pères 10. Fait que dès là, on a vraiment une absence qui est complètement différente. Il y a seulement 40% des couples qui vont partager les semaines de congé parental. Fait que ça veut dire qu'il y a 60% des couples où la mère prend l'entièreté du congé parental. Fait que vraiment, l'impact est différent. Et ce que ça l'instaure chez le couple, c'est le modèle de progression de carrière de couple, carrière primaire, carrière secondaire. Donc, on se retrouve... Carrière primaire, carrière secondaire. Oui, c'est un modèle. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est le modèle où il y a une personne qui va être davantage investie dans son travail et une personne qui va être davantage investie à la maison. Donc, si, évidemment, la mère est en congé parental et, exemple, en couple avec un père qui s'investit au travail, ça crée des habitudes, ça crée des attentes pendant plusieurs mois, pendant 1 an. Si le père, exemple, a le luxe de s'investir plus au travail, bien là, peut-être qu'on a des opportunités professionnelles différentes. On peut avoir des opportunités de boni, augmentation salariale. Et ça, après, ce modèle-là, ce qui est très difficile, c'est de le changer une fois qu'il est instauré dans le couple. Donc, c'est pour ça que ça va perdurer même après le retour au travail. Et là, les responsabilités parentales qui ont été prises pendant 1 an par la mère continuent majoritairement d'être prises par la mère. Et c'est là où on creuse encore l'écart. Oui, puis c'est vraiment intéressant parce qu'à la fois, on voit le rôle des entreprises. Tu sais, tu l'as nommé, il y a des petites choses qu'on peut faire pour juste encourager cet aspect-là. Mais il y a aussi le fait que, justement, on n'est pas vraiment prêt à ce que la mère soit le revenu principal parce que ça amène d'autres défis. Fait que c'est comme, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, mais définitivement, ça amène d'autres questionnements et enjeux parce que c'est pas un modèle dans lequel on est habitué de vivre présentement. Puis carrière primaire, carrière secondaire, définitivement, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu disais qu'il y avait d'autres modèles aussi qui existaient. Oui, fait qu'il y a 2 autres modèles selon les études. Il y a un modèle, c'est à tour de rôle. Fait que typiquement, pendant 3 à 5 ans, une personne du couple va avoir la carrière primaire, puis après, ça change, donc c'est l'autre personne. Ça peut être pertinent dans des contextes où il y a des changements de carrière, des cheminements de carrière très circonscrits, ou encore des déménagements à l'étranger, tu sais, où est-ce que dans le temps, on voit des changements où ils sont possibles. L'autre modèle, c'est le double primaire, donc mon modèle évidemment préféré, mais c'est aussi celui qui amène le plus de satisfaction dans le couple pour les 2 personnes parce qu'il amène le plus d'égalité. Donc, c'est un modèle où on voit les 2 carrières primaires, donc où les 2 personnes peuvent s'investir également dans leur travail, mais ce qui demande un investissement à la maison égal, donc une répartition égale des responsabilités familiales, très détaillée, très claire, et on doit respecter justement chacun nos limites parce que lorsqu'il y a dépassement, et ça peut arriver dans certains couples, moi je l'entends, ah oui, nos carrières sont vues comme égales, mais à la maison, la répartition n'est pas nécessairement égale. Donc là, on se retrouve, exemple, à une personne qui compense. Donc c'est là où ça peut être difficile, puis qu'on a souvent le sentiment d'en avoir trop, de courir toute la journée quand on fait beaucoup à la maison, mais qu'on s'investit quand même également au travail. Je suis intéressée de savoir, Alexandra, dans quel modèle est-ce que tu te retrouves un petit peu? J'essayais d'analyser en même temps, puis moi, je me retrouve en 3e. Je crois, là, j'écoutais les modèles à mesure, mais ce qui me frappe, c'est que même dans ce 3e modèle-là, qui semble plus égalitaire, je réalise que mon conjoint a eu beaucoup moins d'impact financier que moi. En étant le principal revenu, comme j'ai mentionné, en étant la personne qui s'occupe des finances aussi. On est en finance, donc souvent, on a une certaine passion pour ça. En étant la personne qui a accouché, donc tout le corps aussi doit se remettre de ça, des rendez-vous qui suivent, etc.
Même avec ce modèle-là, j'en ai eu là, beaucoup plus d'impact que lui au niveau financier. Puis l'autre chose qui me frappe, c'est que c'est souvent un piège, l'impact financier, dans le choix de ces modèles-là. Mm-hmm. Parce que j'imagine qu'à la base, on s'aligne avec les revenus. Mais moi, dans mon contexte, quand on a parlé du premier congé de maternité, ben nous, c'était évident, le principal revenu va revenir travailler le plus vite possible. Sauf qu'après, avec les mois, on s'est rendu compte que mon conjoint adore sa carrière aussi. Là. Oui, lui, il n'y a pas d'impact à partir parce que, bon, il est dans le domaine de la santé. Au niveau du revenu, c'était pas logique que ça soit lui qui retourne rapidement, mais ça reste que c'est ce qu'il valorise, c'est ce qu'il aime. Donc, c'est peut-être un piège, là, le volet financier pour choisir le meilleur modèle pour nous. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Puis pour avoir vécu ce dernier-là, mais je crois que c'est quand même un modèle qui est satisfaisant, là, surtout pour l'après. L'enfant est malade, le papa a un lien aussi fort que la maman, donc c'est naturel pour lui de venir, ça sera pas juste la maman, donc il y a beaucoup de choses qu'on voit là par la suite. Même là, à 2 ans, j'ai des opportunités à l'extérieur, j'ai pas de crainte à laisser papa avec ma fille versus peut-être un modèle où papa est beaucoup moins proche, où il est moins confiant. Fait que ça l'aide la carrière à long terme que papa ait été très impliqué au départ. Ça, c'est certain. Mais tout à fait, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est vrai que le côté financier est souvent le facteur de est-ce qu'on divise le congé parental ou non. Réflexe facile. Exactement. Et là, on va prioriser le plus gros salaire de la famille. Et dans beaucoup de cas, encore malheureusement au Québec, les femmes sont moins payées que les hommes. Donc, on va prioriser le salaire, par exemple, du père. Mais ce que ça fait à long terme, c'est que ça fait creuser l'écart salarial entre les deux personnes. Donc, on va toujours prioriser ce salaire-là. Et là, ce que ça fait, c'est justement la mère a moins d'opportunités d'augmentation salariale. Donc, pour faire du pouce aussi par rapport à justement partager le congé parental, je pense qu'il y a tellement des bénéfices à le faire. Puis quand on parle de partage du congé parental, c'est pas nécessairement 6 mois. Dans certains cas, oui. Mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est à la fin du congé parental, on prend, mettons, 8 semaines, le père seul avec l'enfant. Et c'est là où il y a vraiment une différence. Puis même les pères qui ont cette expérience-là, et qui ont vécu, par exemple, pour leur premier enfant, juste 5 semaines de congé paternité, et pour leur deuxième enfant, là, ils ont pris du congé parental, vont le dire, ils disent c'est complètement différent. Quand tu es seul avec l'enfant, tu expérimentes, premièrement, c'est quoi? Tu vois l'ampleur de ce qu'il y a à faire, de ce que ça veut dire s'occuper seul d'un enfant, et après, justement, ça crée des nouvelles habitudes, des nouvelles attentes, et après, c'est pour ça qu'on voit une plus grande égalité dans le partage des responsabilités parentales à long terme, qui aide, évidemment, l'investissement au travail possible pour les deux. Si je peux me permettre, Charles, oui, bien sûr, vas-y. Juste renchérir là-dessus, mais moi, j'ai discuté beaucoup là, avec des gens autour de moi, surtout via la FFQ des années avant d'avoir ma première fille. Puis ce que j'entendais beaucoup, puis même du côté de mon conjoint là, qui parle du modèle qu'on a opté, c'est que les papas disent souvent « Ah, mais c'est pas mon congé, le congé parental, c'est à ma conjointe. Si elle veut m'en laisser, je vais le prendre, mais... » Alors qu'on parle d'un congé de maternité, paternité et parental. Ce congé-là appartient aux deux. Donc, il faut vraiment amener la discussion autour de la table et pas se laisser, par défaut, là, influencer par les modèles de société parce qu'il y a des impacts incroyables pour les deux, positifs et négatifs. Puis c'est vraiment important de bien le réfléchir. Là. Ça appartient aux deux, cette décision-là. Puis ça va créer des impacts sur plusieurs années. Là. Tu as tout à fait raison. C'est comment qu'on le nomme, moi, je l'entends beaucoup. Ben là, elle m'a donné 4 semaines ou elle m'a donné 8 semaines. Fait que là, on a pu avoir l'incitatif financier, exemple du RQAP. J'ose pas le demander parce que c'est son congé. Oui, c'est intéressant, c'est des discussions effectivement à avoir au sein des cellules familiales et aussi de prendre en considération l'impact long terme, que ce soit une décision qui est prise sur le moment, mais aussi en évaluant les différents impacts qu'il va y avoir sur les vies professionnelles de chaque partenaire, puis l'impact aussi plus long terme, parce qu'effectivement, sinon, c'est un cercle. Un cercle, puis c'est plus ou moins évident après de s'en sortir aussi. Fait que c'est intéressant d'évaluer aussi ces différents critères-là lorsqu'il y a la discussion au sein de la cellule familiale pour organiser en fait le congé parental. Alexandra. Oui. Toi, tu as été la première femme dans l'entreprise dans laquelle tu travailles à partir en congé, justement, parental. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Oui. En fait, première femme professionnelle. Excusez-moi, je mets tout en même temps. Mais il faut savoir que moi, je suis en gestion de portefeuille. Puis c'est un milieu où il y a
pas beaucoup de femmes à la base. Puis pourtant, le milieu est très ouvert. Là, les hommes nous encouragent à venir. Mais ça reste que l'effet, c'est que moi, j'étais la seule femme dans l'équipe de placement. Je le suis encore aujourd'hui, 3-4 ans après. Là. Et on parle de moins de 10% dans les dernières statistiques que j'ai vues, entre autres de Morningstar et de CFA. Donc, ça reste minoritaire. Dans mon cas, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup. Donc, 2-3 ans avant de penser à avoir des enfants, je regardais mes collègues. Puis là, je voyais un peu que personne dans les non-professionnels partait. Puis au niveau de mes collègues, c'est des papas, mais ils prenaient 2 semaines ou des semaines fractionnées. Fait que j'ai vite compris que j'allais devoir entamer les discussions à cet effet-là. Je suis très chanceuse. L'employeur a été super ouvert, puis c'est vraiment très accommodant, mais ça reste que j'ai dû tout revoir de la base. Puis on ne sait pas souvent ce qu'on ne sait pas. Tu sais, oui, le réflexe, quand on part en congé de maternité, c'est de penser à la RQAP, mais il y a tellement d'autres choses à prendre en considération. On est dans des industries où souvent, il y a des bonus de performance. Donc là, est-ce qu'on parle à l'employeur? Est-ce que c'est au prorata? Est-ce que je les perds? Est-ce que j'ai un impact même sur 2 ans? Parce que c'est du long terme. Les assurances collectives, est-ce que l'employeur va payer ma portion? Moi, c'est un contexte aussi de PME où il n'y a pas de politique en place. C'est moins structuré là, à la base. Donc, moi, mon expérience, je dirais qu'elle a été très bonne, mais ça reste que j'ai ouvert les cannes à mesure dans les discussions. Puis là, on me référait à la comptabilité. J'en parlais après avec mes supérieurs directs. Eux-mêmes apprenaient des choses. On allait voir ce qui avait été offert aux papas. Parce que les papas, vu que c'était des congés plus courts, ben il y a des questions qu'on ne s'est pas nécessairement posées. Donc là, si on veut être équitable, on doit l'amener du côté de la maman. Donc, moi, ça a été du débroussaillage de A à Z. Puis, ce qui est drôle, c'est que là, je pars pour mon 2e. Puis, est-ce que tu vois une différence dans la façon dont ça a été abordé, soutenu? En fait, c'est encore très soutenu, même que mon premier contexte a rassuré l'entreprise beaucoup. Là, on a vu que ça s'est vraiment bien fait, ça s'est fait en douceur, mais les négociations ne sont pas les mêmes. Parce que là, j'ai un contexte où je reviens plus tôt. Puis je vais repartir après. Donc, comme un congé fractionné, je voulais revenir un peu à temps partiel. Donc, quand même, là, des discussions qui sont totalement différentes. Mais par contre, ce que j'ai su récemment là, par une collègue à la conformité, c'est qu'ils travaillent maintenant sur une politique. Donc, ça leur a créé un précédent, c'est certain, là, même si en ce moment, on n'a pas. Puis l'entreprise travaille en mettre une parce que là, il y a d'autres femmes professionnelles dans d'autres divisions qui pourraient potentiellement avoir des enfants. Alexandra, toi, tu as débroussaillé à travers ton premier congé parental. Puis là encore, il y a des nouvelles... C'est ça, il y a des nouvelles négociations. C'est fou comme ça peut être complexe. Comme tu le dis au début, on se dit juste c'est la RQAP, mais il y a tout un univers autour de ça. Puis c'est intéressant de voir que les entreprises, les organisations, même si elles veulent bien faire, elles ne sont pas nécessairement outillées, surtout quand c'est des plus petites structures. Donc là, je suis vraiment curieuse, Amélie, comment est-ce que toi, tu vois ça par rapport au fait justement du rôle que les organisations ont à jouer là-dedans? Mais c'est sûr que dans les PME, moi aussi, je le vois souvent, c'est lorsque une première personne vit la situation, que là, on se pose les questions, puis qu'on se dit qu'est-ce qu'on veut offrir aussi comme mesure de soutien, quelle est notre politique parentale, et d'en mettre une en place pour que ça soit aussi uniforme pour l'ensemble des personnes qui vont venir après avec la même situation. Et justement, il y a beaucoup de questions à se poser. Pour les PME, c'est pas toujours réaliste de penser à une prestation supplémentaire qui est le bénéfice majeur financier, donc une compensation du RQAP, on pense toujours à ça. Mais lorsqu'on est dans une petite structure, une petite PME, c'est pas toujours possible. Mais il y a tout plein d'initiatives qu'on peut mettre en place, comme un départ progressif sans perte de salaire, un retour progressif sans perte de salaire, des congés payés pour les grossesses, l'accumulation des vacances pendant l'ensemble du congé parental et non juste en respectant la loi qui est les 18 semaines du congé maternité. Donc, c'est plein de questions comme ça à se poser pour voir justement comment on peut soutenir non seulement financièrement notre employé, mais aussi la conciliation travail-famille et la progression de carrière. Comment on peut offrir aussi du coaching individuel à notre employé pour bien soutenir le départ. Quand on gère mieux notre départ, le retour est toujours plus facile. Comment qu'on peut former aussi nos gestionnaires dans leur rôle parce qu'ils ont vraiment un rôle important dans cette transition-là pendant aussi le congé pour préparer le retour. Fait qu'il y a comme beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. C'est sûr que la première fois, il y a beaucoup de débroussaillage. Moi, je travaille justement avec des organisations pour voir qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans notre politique parentale. Et les grandes organisations, eux, qui en ont déjà une, j'en vois beaucoup qui les revoient, leur politique, pour qu'elle soit égalitaire. Donc, avant, on avait beaucoup, ce qui est offert pour le congé maternité, congé paternité. Et là, on offre davantage
pour tous les nouveaux parents. Donc, non seulement, bien, ça devient que tout le monde a accès à ça, mais ça permet aussi d'encourager davantage la prise du congé parental par les pères. Fait que d'abord par des politiques, mais après, c'est sûr, il faut que les standards, les normes dans l'organisation suivent, parce que si la norme, c'est que les hommes prennent juste leurs 5 semaines, bien, les collègues aussi vont peut-être être tentés de faire la même chose. Donc, d'avoir cette ouverture-là pour soutenir les papas dans leur prise de congé parental, je pense que ça fait partie de ce que les organisations peuvent mettre en place. Oui, puis c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir une politique parfaite du premier coup, mais que justement de travailler ensemble pour accompagner ces employés qui sont parents, qui vont devenir parents, mais finalement ça devient une vraie valeur ajoutée aussi pour l'organisation, puis comment est-ce qu'ils voient la conciliation travail-famille pour tous leurs employés finalement. Je pense, juste pour rebondir un peu sur ça, même si l'organisation est super ouverte et accueille la nouvelle très bien, je pense pas que c'est toutes les organisations qui réalisent à quel point ça peut être un poids et un stress sur la personne qui entame ce processus-là, surtout dans des carrières plus atypiques où il y a tout un enjeu de visibilité. Donc, oublions les impacts financiers. Là, je sais déjà que je dois négocier avec l'employeur pour cette partie-là, mais en plus, souvent, on se sent mal de devoir partir, que l'organisation se réorganise. Moi, dans mon cas, on ne pouvait pas avoir de remplacement temporaire parce que c'est pas des métiers qui se remplacent, ça prend des permis spéciaux, etc. Fait que je portais cette charge-là sur mes épaules. On est bonne pour en ramasser, là. Et après, tout le stress aussi que nous, on va avoir sur le moment du départ. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant le départ quand je vais revenir? Est-ce qu'il va y avoir des grosses nouvelles? Il y en a qui n'ont pas accès à leur courriel, ils sont coupés complètement. Ça peut être bien, ça peut être pas bien non plus, ça dépend de la personne, mais même si l'organisation est super accueillante, ça fait toute la différence là, après quand il y a une base là, de structurer parce qu'il y a plein d'enjeux qui peuvent devenir un stresseur en plus de la grossesse. On se rajoute toute cette charge-là. Là, donc, c'est des excellents points. Puis moi, je t'écoutais en mentionner, puis tu vois, j'ai débroussaillé des fois, puis il y en a que j'ai même pas pensé qu'ils pouvaient avoir un impact ou que je devais les prendre en considération. Donc, c'est difficile de se retrouver. Là. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est exactement ça, la préoccupation principale des gens qui partent en congé parental pendant plusieurs temps, c'est l'impact sur la progression de carrière. Qu'est-ce qui va m'arriver à mon retour? Est-ce que je vais avoir le même rôle, les mêmes responsabilités? Est-ce que je vais retrouver mes clients? Surtout dans des métiers où on a des portfolios de clients qui sont associés à nos bonnies, à notre rémunération, à notre progression de carrière. C'est des discussions qu'il faut avoir avant le départ en congé parental. Il faut s'entendre, il faut avoir cette discussion de est-ce que je vais retrouver mes clients justement, même si oui, pendant le congé parental, il y a des choses qui peuvent bouger, mais de prioriser qu'au retour, si la personne veut retrouver ses clients, bien qu'on vise ça aussi. Parce que quand il n'y a pas la discussion puis qu'on se dit « Ah, on verra », puis que c'est pas non plus communiqué au client comme quoi que c'est temporaire, souvent, ce qui peut arriver, c'est que la personne retourne puis on va lui dire « Ah, ben on va laisser le client ton remplaçant parce que bon, ça va bien. Fait que toi, prends-en un autre. » Fait que la personne qui revient se retrouve désavantagée. Donc, c'est là où il faut vraiment voir comme c'est un départ temporaire, un congé parental. C'est pas une démission. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui me disent j'ai vraiment l'impression que je suis traitée comme si je m'en allais pour toujours, tu sais. Puis pendant le congé, comme tu le mentionnais, c'est d'avoir des communications avec l'organisation. Pour moi, c'est toujours en fonction de comment l'employé veut ça aussi, donc de le décider avant. Évidemment, ça peut encore une fois bouger, mais de prioriser ça et non pas juste de le laisser tu sais, aller puis à voir comment ça va arriver au retour, mais de vraiment avoir cette discussion-là de façon franche avant le départ. L'expérience du premier peut aussi beaucoup jouer sur les appréhensions du deuxième congé. Il y a ça aussi qui joue si ça a été désastreux avec l'employeur. Là, quand on pense avoir un deuxième enfant, ça peut carrément créer... En fait, je pense que ça peut amener quelqu'un carrément à changer d'organisation. Puis moi, ça n'a pas été mon cas, là, super belle ouverture, mais j'ai vu des gens autour de moi qui avaient tellement peur de la réaction du deuxième ou des conséquences que ça pourrait amener que ça les a comme poussés à changer de carrière. Oui, ça peut vraiment devenir un risque pour l'entreprise aussi, pour maintenir ses employés. Puis c'est intéressant parce que le thème de la discussion d'aujourd'hui, c'est l'impact financier du congé parental, mais on se rend compte en parlant que l'aspect financier, ben oui, ça a des conséquences, mais c'est bien au-delà finalement juste de l'aspect financier. Il y a justement sur la progression de carrière, fait que c'est lié évidemment, mais en même temps, c'est quelque chose à part entière sur tout l'impact qui va être en lien avec justement la progression de carrière. On arrive tranquillement à la fin de notre discussion.
Donc, on a abordé vraiment beaucoup de choses. Je serais curieuse un petit peu de vous entendre sur s'il y a une ou deux choses que vous retenez un peu de cette discussion. Puis, ça serait quoi votre mot de la fin? Je peux y aller. Écoute, c'est une grande question. Moi, je pense que ça revient pas à ce que j'ai dit en entrée de jeu. Pour moi, c'est un risque financier avant tout. Là, tu parles de l'équilibre. Et, la discussion ramène aussi sur le risque humain. Par contre, si j'avais un conseil à donner, c'est que l'aspect financier se prépare. Contrairement à l'aspect humain qui est vraiment plus difficile à faire, l'impact sur mon couple, comment ça va se passer avec mon enfant, est-ce que mon enfant va être malade, va avoir des besoins particuliers, est-ce que moi je vais me sentir bien? Donc, je dirais, par rapport à ça, ne pas sous-estimer les deux, ne pas hésiter à prendre, à entamer les communications avec son conjoint, l'employeur aussi, le réseau, ça se planifie. Puis après, ce qu'on a pu planifier nous laisse une certaine liberté dans ce qui va arriver d'incontrôlable par la suite. Fait que moi, ça serait vraiment ça que je retiens. Puis mon conseil aussi, peut-être, qui pourra en découler. Planifier ce qu'on peut planifier parce que de toute Exact. façon, On n'a pas de l'aventure de la parentalité, il y a toute une partie qui est hors de notre contrôle, mais au moins de pouvoir contrôler ce qu'on peut contrôler. Oui, puis surtout avec l'employeur. Il va falloir les entamer, les discussions, donc autant le faire aux joueurs, puis s'enlever cette charge-là. Puis les discussions aussi bien sur le congé parental que le retour, finalement, oh oui, tout au travail. à fait. On pourrait d'ailleurs en parler plusieurs minutes, mais... Oui, absolument, pendant des heures. Ouais. Moi, je finirais par dire d'éviter les prises pour acquis. Il y a beaucoup de prises pour acquis quand on parle de congé parental. Premièrement, tu l'as mentionné, c'est majoritairement la mère qui va prendre l'ensemble du congé parental. Il y en a même qui prennent pour acquis que le père va prendre ses 5 semaines sans plus. Fait que d'avoir cette ouverture-là et non prendre pour acquis, savoir ce que notre employé va vouloir. Tout le monde a une situation différente aussi. Et même chose, éviter les prises pour acquis au retour. Moi, je l'entends de la part de mes clientes. On me dit qu'au retour, je vais vouloir mon 9 à 5, je ne voudrais pas ce rôle-là, je vais vouloir moins voyager. Mais ça, tout le monde a une réalité différente. Donc, de ne pas prendre pour acquis, de ne pas prendre des décisions sans considérer l'employé, sans consulter l'employé par rapport à son rôle, sa carrière. Ça se fait beaucoup pendant le congé parental parce que l'employé n'est pas là. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'est plus dans son rôle, dans le sens qu'elle va revenir la personne. Donc, d'éviter vraiment les prises pour acquis puis d'ouvrir la discussion, de toujours maintenir le dialogue et d'impliquer la personne dans ces décisions-là. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais ça résonne beaucoup pour moi, là. Fait que je rajouterai pas plus. On finit sur ça, mais c'est vraiment vrai. Oui, puis je pense que ça ouvre la voie aussi. Le fait juste de oser avoir des conversations courageuses, je pense que ça fait partie de ce que la maternité, la parentalité nous apprend. Puis on le commence avant même de donner naissance à travers notre vie professionnelle. Puis comment est-ce qu'on a envie de la vivre, aussi bien par rapport à notre carrière que aussi à la maison. Donc, c'est vraiment des éléments ultra nécessaires à discuter. Merci énormément pour cette discussion essentielle. On va continuer les discussions et se retrouver bientôt pour parler justement de la suite, le retour quand on revient d'un congé parental. Quels sont les changements d'un point de vue justement de notre trajectoire professionnelle, les choix parfois courageux, audacieux qu'on va faire pour adapter notre carrière à notre nouvelle réalité. Donc, on va en parler la prochaine fois. Je vous remercie énormément. Merci à toi. Merci de nous avoir reçus.